Cette question de la création d'un nouveau modèle urbain pose inévitablement la question de la gouvernance de cette ville intelligente et Maître Olivier Ortega va nous entretenir sur cette question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très honoré d'être parmi vous et d'être un peu intimidé. Je suis un peu intimidé par la qualité des intervenants qui m'ont précédé et qui vont me succéder. Donc, je vais essayer de vous dire dès le départ, pour éviter votre déception, le caractère infiniment limité de ce que je vais vous dire. Alors, première limite, qui est une limite d'ordre conceptuel. Je ne vais pas du tout vous faire une présentation académique, ce serait trop aventurier dans cette enceinte, mais une présentation qui est issue d'une pratique professionnelle, qui est la mienne, sur une douzaine, quinzaine de dossiers de Smart City en France. Donc je vais vous dire ce que j'ai vu, ce qui existe, et je vais plutôt vous parler des pratiques de marché qui sont tout à fait émergentes, qui ne sont pas codifiées, qui ne sont pas représentatives, mais qui existent aujourd'hui. Sachant que ces pratiques de marché, néanmoins, elles concourent à former le droit de demain. On est dans l'amphithéâtre Carbonnier, j'ai un souvenir de flexible droit dans lequel il y a un petit passage dans lequel le doyen explique que la règle de droit elle est forcément en retard parce qu'elle n'est que la cristallisation à un moment donné d'un consensus social. Le consensus sur la Smart City n'existe pas aujourd'hui puisque la Smart City, on l'a vu, elle n'existe pas vraiment même dans la définition. Et donc forcément que le droit cherche. Et donc moi je vais essayer de vous dire ce que le droit trouve aujourd'hui avec toutes ces imperfections. Ça c'est ma première limite d'ordre méthodologique. Deuxième limite, c'est une limite d'ordre géographique. Je vais vous parler, moi, de la Smart City à la française, qui n'est pas du tout la Smart City dans le monde, mais pas du tout. Paul Ricoeur disait « il n'est de pensée que situé », et alors, en matière d'immobilier, ce qui ne bouge pas, la situation, elle est encore plus importante. Et donc, l'ancrage local fait la Smart City à la française. J'ai eu la chance d'aller présenter le modèle français à l'étranger, Amérique du Nord, enfin États-Unis, Canada pour faire simple, et puis l'Asie, puisque ce sont les deux grandes zones qui développent la Smart City. Ce que nous faisons, nous, en France, n'a rien à voir avec ce qui se fait là-bas. Rien du tout. Et donc, je vais être un peu en décalage avec les propos qui se sont déjà tenus, qui sont des propos qui étaient plus vastes que mon champ à moi, qui est tout circonscrit à notre hexagone. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que les débats à l'étranger et l'expérience d'Alphabet à Toronto le montre très bien, les expériences à l'étranger sont de constituer des villes numériques. Et Smart City a un défaut pour moi, et c'est pour ça que dans la suite, je vais abandonner ce terme si vous m'y autorisez. Smart, ça renvoie au numérique. Or, la ville à la française, elle n'est pas une ville avant tout numérique. Le numérique est un moyen de la ville à la française, ça n'est sûrement pas une fin en soi. Au demeurant, sur les 50 projets de Smart City qui existent à peu près en France, aucun n'a été emmené par un opérateur du numérique. Ils sont tous portés aujourd'hui par les majors de l'immobilier, du bâtiment, de ce que vous voulez. Donc on est bien en France dans une logique où on fait d'abord des immeubles et dans lesquels on greffe du service, et pas l'inverse, ce qui est le cas à l'étranger. Et ça change tout. Ça change tout. La ville à la française, la Smart City à la française, elle n'est pas, j'utilise le mot anglais mal traduit, ségrégée. Le sujet des Nord-Américains et des Asiatiques, c'est d'avoir une ville non ségrégée, parce qu'elles le sont. Chez nous, ça n'est pas le cas. Quand vous vous promenez dans un centre-ville qui a fait l'objet d'un bout en Smart City, vous ne le voyez pas, et vous ne le verrez pas. Il n'y a pas de couture dans le tissu urbain qui soit visible entre le Smart et le pas Smart. Ça ne se voit pas. Aux États-Unis, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, les condominiums, ils sont fermés avec des vigiles et des chiens autour. Ça n'est pas le cas chez nous. Et ça ne sera jamais le cas. La ville chez nous est une ville avec une mixité sociale, par définition. Dans tous les projets dont je vais vous parler, il y avait un bailleur social et des logements sociaux, tous, sans aucune exception, et dans une quantité significative, pas pour faire joli dans le paysage. Donc la ville à la française, la Smart City à la française, elle n'est pas du tout le modèle mondial. Elle est un modèle très français, mais que les autres nous envient et que peut-être nous réussirons à exporter. Premier point pour moi de précision. Je pense depuis longtemps que les mots structurent la pensée. Et donc, c'est très important de bien se comprendre, de savoir ce qu'on dit. Je vous donne un exemple qui n'est pas loin de notre domaine en matière d'environnement. Vous avez le fracking et vous avez le rock massaging. Si vous ne voyez pas là que le choix des mots conditionne la pensée, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Et donc, la Smart City à la française, moi, j'utilise le mot ville durable. En fait, c'est une ville qui cherche à être durable. Ce que nous faisons en France,
c'est une ville durable. Durable au sens qui a été rappelé tout à l'heure, rapport Brundtland, l'économique, l'environnemental, l'économique et le social en même temps, les trois. C'est ça que nous cherchons à faire. Et donc la ville durable aujourd'hui, le projet que se donnent les porteurs de ces projets-là, c'est une ville sobre, efficace énergétiquement, efficace en déplacement, efficace dans toute une série de choses. Donc il n'y a pas de conditionnement de l'outil numérique pour aller vers le durable. En revanche, l'immobilier émergent, et je parle d'un secteur qui est la pointe de l'expérimentation, ça n'est pas le gros du marché aujourd'hui, mais ce secteur émergent-là cherche à faire une ville durable qui remplit ces trois caractéristiques. C'est ça, c'est un point très important. Donc, cette ville-là, elle a, dans tous les projets que j'ai pu voir, une caractéristique commune dans tous les cas, c'est le minimum syndical, c'est l'énergie. C'est une ville qui va chercher à faire preuve d'une grande efficacité énergétique. Je vais préciser tout à l'heure en donnant des exemples très concrets, puisque j'ai dit que je m'asseyais sur des cas pratiques. Mais tous les projets de ville durable agglomèrent d'autres volets originaux, puisqu'on est dans une phase où on essaye. Vous allez avoir ici un volet de biodiversité, un volet de mixité jeune-senior, un volet de transport autonome différent. Mais dans toutes ces caractéristiques, dans toutes ces villes, on a une caractéristique centrale, c'est l'énergie en commun. Je parle de ville durable, le mot est excessif. Il ne s'agit pas de ville durable, il s'agit de quartier durable. En fait, on a même une échelle qu'il faudrait raffiner. On est passé de l'échelle du bâtiment à l'échelle de l'îlot, de 5 à 10 bâtiments, à l'échelle du quartier, plus de 10, 15 bâtiments. Ce qu'on appelle parfois des macro-lots. Voilà. On échangeait donc la ZAC que vous mentionniez, c'est plus la même, puisque c'est plus une ZAC de 7500 m², c'est une ZAC de 50, 100, 200 000 m². En ce moment, il y a un projet à Marseille de 200 000 m² construit. On est sur une grande échelle de ville. Donc, c'est pas une ville, c'est un quartier, mais on appelle ça ville durable par commodité. Mais soyez bien au clair qu'effectivement, on ne construit pas des villes nouvelles au sens des années 70. On rénove, on construit de la ville sur la ville, ou on rénove l'ancienne ville qui existait. Alors, le numérique, oui, il existe. Bien sûr que la technologie, elle est embarquée dans cette ville durable. Et quand on dit que c'est une ville intelligente, si je caricature, mais à peine, elle est intelligente en quoi? C'est qu'on intègre du service dans du béton. C'est ça la ville intelligente. C'est que l'immeuble d'avant devient intelligent parce qu'on lui donne une dimension servicielle. Il va produire de l'information, donc de la data, donc des capteurs, donc de l'intelligence artificielle, peut-être de la blockchain, sûrement des gens qui vont travailler pour exploiter ces données, mais en attendant, c'est ça, la ville durable dont on va parler. Voilà, voilà la définition et le périmètre de ce que je vais essayer de vous dire. Alors, première caractéristique, j'ai dit que c'était une ville qui se voulait sobre, c'est donc une ville qui va se traduire par une forte imbrication. C'est-à-dire qu'on va mutualiser, c'est le maître mot, on va partager le plus possible d'éléments de cette ville pour la rendre à la fois dense, agréable et efficace. La densification est un concept qui fait peur. Quand vous parlez de densification urbaine, tout le monde, en effet, voit la barre de logement social en banlieue. Je voudrais dire, et vous l'avez dit, que le haussmannien est un habitat extrêmement dense. C'est difficile de faire plus dense que du haussmannien. C'est assez haut, c'est assez dense, les rues sont étroites, et donc on peut faire du dense qui ne fasse pas peur. C'est possible, mais ça n'est pas l'image qui est répandue sur le marché. Cette ville, elle va être mutualisée, c'est-à-dire qu'on va essayer, sur le macro-lot dont j'ai parlé, on va dire 100 000 m² pour fixer les idées, d'imbriquer des bureaux, du logement, du commerce, les trois. Il n'est pas question d'avoir des villes monothématiques aujourd'hui. Cette imbrication, elle se traduit par une vraie imbrication, y compris bâtimentaire. Et donc, on va se trouver avec des divisions en volume dans tous les sens, des volumes qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Au passage, quand on voit la ville durable telle qu'elle se construit aujourd'hui, on peut avoir de mauvais souvenirs. C'est-à-dire que la charte d'Athènes, dont vous avez très justement parlé, elle a débouché sur ce qu'on a appelé l'urbanisme de Dalle, qui est une expérience qui n'est pas forcément une expérience réussie en France. L'urbanisme de Dalle, c'était une idée à Athènes, enfin Léonard de Vinci l'avait déjà inventé quand même. Hein. C'est une idée de distinguer le sol naturel qui est consacré aux circulations, voire le sous-sol pour les transports en commun ferroviaires par exemple, du sol artificiel qui est consacré aux activités humaines.
C'est l'urbanisme de Dalle, Beaugrenelle, Italie, La Défense, tel qu'il a existé, qui se caractérise Montparnasse, qui se caractérise par des propriétés imbriquées les unes dans les autres. Et ça a laissé un mauvais souvenir parce que on n'a pas imaginé à l'époque que s'il n'y avait pas d'accord entre le propriétaire du dessus de la dalle et le propriétaire du dessous de la dalle, eh bien la dalle n'évoluerait pas. Et ça a donné ce que vous avez pu voir sur Beaugrenelle, qui a longtemps été en déshérence. La sous-face de la dalle, c'était le parking appartenant à la copropriété de l'immeuble d'à côté. Le dessus de la dalle, c'était la ville, pas d'accord, pas de décision, pas d'évolution. Or, je viens précisément de dire que ce qui rendait l'immeuble intelligent, c'est l'incorporation, l'encapsulage de services dans l'immeuble. Vous sentez bien que les durées de vie respectives de l'immeuble et du service ne sont pas les mêmes par hypothèse. Aujourd'hui, on intègre dans les immeubles des services qui sont utiles, dont on n'avait pas l'idée qu'ils existeraient il y a 3 ans. Et dans 3 ans, il y aura des services dont on n'a pas l'idée aujourd'hui qu'ils vont exister. Donc, par définition, on ne sait pas intégrer des services dans une durée égale à la durée de vie de nos immeubles en France. Donc, il faut bien qu'on trouve un système pour éviter le blocage de l'urbanisme de Dalle que j'ai rappelé et qui m'a polytraumatisé, parce que moi, j'ai par exemple travaillé sur le projet de rénovation de la tour Montparnasse, et là, on voit la limite du modèle. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de lutter contre ça et de trouver une solution. Et là, les outils juridiques arrivent à la rescousse, une solution pour être en capacité de faire évoluer dans le temps et de faire synchroniser le besoin, la durée et les services qu'on va mettre dans l'immobilier. C'est ça le sujet qui se pose à nous. D'où l'idée d'une gouvernance. Alors, gouvernance est un mot valise qui est très intéressant parce qu'il renvoie à une racine qui est à cheval entre le public et le privé en réalité. Parce que la gouvernance, on va parler de la gouvernance d'une société par action simplifiée. Très bien. On est dans le champ privé, commercial, pur. Mais on peut aussi, au Fonds monétaire international, de parler de la bonne gouvernance, qui là est la manière de gouverner un pays, le gouvernement. Tout ça a la même racine au final, hein. On est dans le gouvernail. C'est celui qui tient le gouvernail, c'est celui qui dirige, celui qui pilote. C'est pour ça que je vais vous parler de pilote. Et donc cette ville durable, en tant qu'elle mutualise des espaces, qu'elle partage des espaces, il faut bien que quelqu'un fasse évoluer ces espaces. C'est ça le rôle du pilote. Son rôle, c'est de garder une capacité de décision dans le temps. Sinon, on aura une ville qui, au moment où elle est conçue, est parfaitement conçue. On a en France des maîtrises d'œuvre et architecturales et techniques d'une immense qualité, et donc qui conçoivent des projets qui sont formidables au moment où ils sortent de terre. Qu'en est-il 10 ans après? 10 ans après, la voiture autonome s'est développée, les parkings n'ont plus d'intérêt, qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'a rien prévu, on n'en fait rien. Si on a prévu quelque chose, on essaye de les organiser différemment. Voilà un exemple de la question qui se pose, puisque la voiture autonome, elle a vocation, comme un avion, à rouler le plus possible pour être rentable, donc à ne pas être stationné dans le parking, sauf la nuit. Donc on n'a pas besoin d'avoir toutes ces places de parking demain. Alors c'est pour ça que je vais vous parler du pilote. Le pilote, c'est, et j'utilise un mot non juridique volontairement, parce que derrière, il y a des tas d'outils juridiques différents, et dans le temps qui m'est imparti, j'ai fait un choix, pardon, là aussi une limitation conceptuelle, j'ai fait le choix de vous parler des fins plus que de vous parler des moyens. Et donc, le pilote, il sert à quoi? Après, on verra bien quel est l'outil juridique et le véhicule. Il faut le faire, mais ce n'est pas la partie finalement la plus amusante. La partie la plus amusante, c'est qu'il sert à quoi? Moi, j'essaye de dire que le pilote, il peut remplir 4 grandes fonctions. Première fonction, et on va parler de gouvernance, c'est une fonction de concertation. Ça consiste à trouver une enceinte pour que se parlent ensemble les utilisateurs d'une partie de cette ville durable qui ont pourtant des visions par nature divergentes. J'ai dit mixité, bureau, logement, commerce. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez un projet de ville durable, près de Pleyel à Paris. On développe 100 000 m² d'immeubles construits, bureau, logement, commerce. Au milieu de ces immeubles se trouve un immense parc, un immense jardin. Que fait-on de ce jardin? Si on ne fait rien, il va appartenir soit à un immeuble si l'investisseur en a la propriété, soit il va être partagé entre plusieurs propriétaires fonciers. Forcément, la vision du jardin, selon que vous êtes un salarié de l'un des immeubles de bureau, ou de l'un des plateaux à usage de bureau, ou le commerçant de pied d'immeuble, ou le propriétaire du lot de copropriété, ou le locataire du lot de copropriété, vous n'aurez pas la même vision du jardin le jour et la nuit.
Et si vous ne faites rien, vous générerez des conflits d'usage. J'en ai été témoin, c'est-à-dire que si le jardin, la nuit, devient un coupe-gorge, vous, habitants, vous allez dire « moi, je veux qu'il soit réglementé, je veux qu'il soit clos, qu'il soit fermé, qu'il soit gardienné ». Vous, utilisateurs de l'immeuble du bureau, la nuit, le jardin, vous ne le voyez pas, et donc ça vous est indifférent. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on organise une décision commune et partagée sur cet équipement qui structure tout le quartier ensemble ? Voilà un exemple. Et donc là, il s'agit de trouver un outil pour organiser la concertation. Alors à ce stade-là, on est dans un processus de concertation. Je vais aller dans une graduation croissante vers la décision. Là déjà, on crée un endroit pour parler. On va parler, on va discuter, on va confronter les points de vue. On est dans une approche participative de la gestion dans le temps de cet équipement commun. Deuxième hypothèse, on va aller un peu plus loin et le pilote va remplir un rôle de conseil. Il va être le conseil, l'assistant maître d'ouvrage, si on veut utiliser un terme très connoté commande publique, maîtrise d'ouvrage public, des utilisateurs du quartier. Quand vous sortez une Smart City de terre, vous sortez une ville assortie de performances environnementales assez fortes, qui font assez souvent l'objet de dispositions contractuelles, qui relèvent parfois de l'obligation de moyens, de plus en plus de l'obligation de résultats. Et donc, à un moment donné, quand le consortium qui a produit la ville durable et qui regroupe des architectes, des promoteurs immobiliers, des entreprises de travaux, une entreprise de maintenance, quand le consortium des entreprises d'entretien des espaces verts, de biodiversité, il y a un univers extrêmement foisonnant autour de ça. Quand vous aurez signé ce contrat-là et que vous êtes l'utilisateur, qui vérifie que les performances promises sont bien au rendez-vous? Si vous dites à chacun des utilisateurs du quartier, c'est à vous d'aller faire le travail de vérifier que l'efficacité énergétique qui a été promise et qui s'exprime en kilowattheures par mètre carré et par an au sein de bureaux de logements de commerce, on n'est pas rendu parce que c'est d'une complexité folle. C'est sûrement pas le syndic de copropriété qui va savoir faire ça. Il n'est pas formé pour. C'est pas dans sa mission légale. Il n'est pas payé pour ça. Et ça n'est pas l'utilisateur lambda qui sait faire ça. Donc, le pilote peut remplir cette mission qui est d'être le conseil qui va vérifier auprès des utilisateurs du quartier que les performances promises sont bien au rendez-vous. Cette mission peut aller jusqu'à lui donner un mandat d'agir au nom et pour le compte des utilisateurs du quartier. Moi, c'est une mission que j'ai conduite. Et par exemple, le pilote d'un quartier à Lyon qui s'appelle Confluence, il a la capacité, dans le champ qui est le sien, et j'en parlais tout à l'heure, qui est le champ de production d'énergie renouvelable et de gestion d'un smart grid, il a la capacité à mettre en demeure le concepteur, le réalisateur, l'exploitant-mainteneur, de tenir les performances qui ont été promises. Et si elles ne sont pas là, d'abord, il y a une première étape, il vérifie la réalité des performances, il les mesure contradictoirement, et puis ensuite, il peut agir. Voilà une deuxième fonction de ce pilote. Ça, c'est une fonction qui est très développée, par exemple, dans les smart grids. Smart grid, c'est un réseau intelligent. Alors là, pour le coup, il y a de la technologie, c'est vrai, et j'utilise donc le mot smart. Il y a de la technologie, puisque ça consiste à produire de l'énergie au bon moment. Alors de l'énergie, toutes les smart cities aujourd'hui sont 100% ENR, 100%. Tous les projets que j'ai vus, c'est de la géothermie, beaucoup de géothermie quand on est en ville, de la thalassothermie à Marseille, puisqu'on a par exemple un morceau de ville qui s'appelle Smartseille, voilà, qui a été développé par Eiffage et qui chauffe l'intégralité des 50 000 m² construits avec un échangeur qui utilise l'eau puisée dans le vieux port de Marseille qui est à 100 mètres des bâtiments. Donc 100% ENR. Aucun réseau public aujourd'hui n'est 100% ENR. Au passage, je voudrais commencer à dire qu'il y a une coopération extrêmement forte entre le public et le privé parce que tous ces réseaux-là sont tous connectés au réseau public à proximité. L'idée, comme il existe aux États-Unis et en Asie, d'avoir des plaques, y compris énergétiques autonomes, n'existe pas en France. C'est-à-dire que le réseau privé, il est connecté au réseau public, il a la capacité d'injecter de l'énergie 100% verte sur le réseau public, qui du coup est ravi, parce que son taux de verdissement s'améliore alors qu'il n'a pas investi 1 euro. Ça, c'est formidable. Les réseaux publics, ils ont le défaut d'être anciens et donc de ne pas être verts. C'est juste qu'il va leur falloir le temps. On ne va pas mettre fin à un réseau qui n'a pas été encore amorti. Il va leur falloir le temps d'arriver à leur amortissement pour passer au vert. Mais en attendant de bénéficier d'un réseau voisin qui se connecte et qui va lui injecter du vert, c'est formidable pour eux. Et le réseau privé, il y a l'intérêt d'avoir une sécurité pour le cas où la géothermie serait en panne.
il a du chauffage à portée de main grâce au réseau auquel il est interconnecté. Mais ça veut dire que là, il va falloir que quelqu'un mesure les injections, les soutirages du réseau privé vers le réseau public, que chacun mesure qui a utilisé dans les bureaux, les logements, les commerces, dans la copropriété, le lot 1, le lot 2, le lot 3, a utilisé l'énergie à quel moment, puisque la tarification de l'énergie, évidemment, elle va dépendre du moment de la journée. Et c'est là qu'on a des dispositifs d'effacement, où on essaye de limiter les consommations en période de pointe, parce que c'est là que le tarif est le plus cher. Il y a des petites salles de marché qui se constituent dans ces smart cities, qui permettent en temps réel de gérer, j'injecte sur le réseau public, parce que je gagne de l'argent en injectant, le fournisseur est prêt à me racheter très cher en période de pointe, et je n'injecte pas, et je soutire quand c'est pas cher. Au passage, ils en sont à réfléchir à comment, grâce aux batteries des voitures qui seront stationnées dans le parking, ils vont pouvoir injecter en vidant la voiture la nuit quand c'est utile et en la remplissant après. Donc là, pour le coup, il y a l'intelligence artificielle, il y a de la blockchain qui se développe pour permettre d'optimiser la gestion de ce réseau-là. Tout ça, ça suppose du contrat. Voilà, moi, c'est ça que je fais. C'est d'écrire les contrats pour se dire comment l'immeuble A est obligé de vendre à l'immeuble B qui est obligé d'acheter, à quelles conditions, à quel tarif, qui mesure, qui contrôle, qui fait les comptes entre les parties. Voilà. Donc là, il y a un champ pour le droit qui est formidable, et qui consiste à travailler là-dessus. Troisième fonction du pilote, j'en ai vu 4, rassurez-vous, il n'y en aura pas beaucoup plus. Troisième fonction du pilote, il est garant. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un stade en disant de conseil, il va le dire, lui, le garant de la performance des performances du quartier. Plutôt que de dire que chacun doit, sur la base des très bons conseils qui lui a été donnés, actionner l'entreprise défaillante qui n'a pas produit la performance attendue, on peut avoir un modèle qui est un modèle qui existe à l'étranger, c'est le modèle du contractant général, le modèle de quelqu'un qui fait l'interface entre d'une part les utilisateurs et d'autre part les entreprises qui sont débitrices d'une obligation de résultat, qui fait l'interface entre les deux et qui est le garant, qui donne la garantie aux utilisateurs et qui va la rechercher en mécanisme miroir sur les entreprises qui doivent la produire. Mon voisin, qui est un spécialiste du partenariat public-privé, voit très bien l'importation qu'on a faite du schéma dit back-to-back entre la société de projet qui était l'interface entre le maître d'ouvrage et les entreprises qui produisent la performance. C'est exactement ce qu'on est en train de faire dans un champ qui est aussi bien public que privé d'ailleurs. Donc il est le garant de la performance. C'est par exemple ce que nous avons fait à Lyon, toujours dans le même quartier, où il y a un bureau d'études qui a pris cette fonction de garant et qui garantit aux utilisateurs du quartier la performance environnementale de la géothermie qui est en cogénération, donc qui produit du chaud, du froid, de l'électricité et des panneaux solaires. Les entreprises ont garanti un niveau de production lissé dans le temps, et lui assure la garantie vis-à-vis des utilisateurs. Le gros avantage des ENR, c'est que le prix de l'ENR est assez prévisible et fixe, là où le prix de l'énergie ne l'est pas. Et donc, c'est une forme de garantie aussi sur les charges pour les utilisateurs de cet endroit. Et donc, c'est un bureau d'études qui est un modèle très développé aux Pays-Bas, par exemple, qui fait l'interface et qui garantit la performance. C'est lui qui la donne. Moi, j'ai travaillé avec un bureau d'études, c'est comme ça que cette idée m'est venue personnellement, avec un bureau d'études hollandais, qui a fait la simulation de l'optimisation du déchargement des containers sur le port de Rotterdam et qui a donné la garantie au port de Rotterdam qu'on passerait de, je dis n'importe quoi, je ne me souviens plus du chiffre, de 45 containers débarqués à l'heure à 60. Et si on n'est pas à 60, je vous indemnise pour l'écart qui était contractualisé entre ce qui a été constaté et ce qui s'est fait. Et c'est un bureau d'études qui a fait ça. Donc on est allé au bout. Ça, c'est un modèle qui est en train d'émerger dans les smart cities, d'avoir un garant. Et puis enfin, dernière fonction du pilote, il peut être le gestionnaire pur et simple d'un certain nombre d'équipements. Dans les smart cities, vous avez aujourd'hui des équipements qui sont conçus au départ pour produire des externalités positives. Les tiers-lieux, par exemple, je vais en dire un mot. Les salles communes, le cinéma du quartier, la salle polyvalente, des appartements ouverts à la location pour les habitants de l'ensemble immobilier. Tous ces investissements-là n'ont aucune capacité ni aucune vocation à la rentabilité économique et commerciale. Et donc, si on ne prévoit pas quelqu'un qui va gérer dans le temps ces équipements sans recherche de lucrativité normale aux standards de marché,
Quelques années après, ces équipements seront devenus, c'est certain, un magasin d'optique ou une agence bancaire. Alors que la maîtrise d'œuvre les avait conçus dans un objectif social, sociétal, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce que j'ai dit une externalité positive, dans un objectif bien particulier, et ils ont une fonction, mais pas de rentabilité. Donc, le pilote peut avoir pour fonction de gérer une salle commune avec un tout petit équilibre. Vous voyez bien que là, on est, j'ai dit que je ne parlerai pas des moyens, mais dans une approche où on peut être géré par une association de la loi 1901, une société coopérative d'intérêt collectif, que sais-je, on a des équipements qui peuvent être gérés par ce pilote. Voilà les 4 fonctions que remplit ce pilote, qui peut, et j'en aurai fini dans 5 minutes, qui peut se développer dans tous les champs de la Smart City. J'ai parlé de l'énergie parce que j'ai dit que c'était le point commun de tous ces projets, mais il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on est en train d'essayer, mais on voit fleurir, sans mauvais jeu de mots, des tas d'autres domaines. La biodiversité. Aujourd'hui, on a des études scientifiques qui tendent à démontrer que de vivre dans un environnement sain en termes de biodiversité permet d'avoir une meilleure santé. Et donc aujourd'hui, il y a un lien qui est en train de s'établir scientifiquement entre la qualité de la biodiversité de son environnement proche et la qualité des immeubles qui y sont situés. Donc, il y a des projets qui développent des approches de biodiversité, qui utilisent des labels, qui commencent à prendre des engagements sous forme de garantie de performance environnementale. Ça commence à exister. Là, on émerge, mais ça commence à exister. Autre exemple, les mobilités. On peut avoir des quartiers 100% mobilité douce, évidemment, avec de la voiture autonome à l'intérieur du quartier. Ça existe sur votre smartphone, qui lui aussi est smart. Vous appuyez sur votre application et vous avez une voiture autonome qui vient vous chercher en bas de votre immeuble et qui vous accompagne jusqu'au prochain lieu de communication, de transport public, la gare. Moi, j'ai travaillé sur une expérimentation, parce que là, on était encore très expérimental, pour aller du quartier de Confluence vers la gare de Perrache, avec voiture autonome qui utilise la voie du tramway. C'est des tests. En France, on risque rien sur la voiture autonome. Elle est tellement sécurisée que quand il y a un sac plastique qui traverse la route, elle s'arrête et elle se met en sécurité. Donc, on n'est pas prêt d'avoir des accidents, mais on est sur cette démarche-là et c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, voiture autonome. Sujet de la santé, je l'ai dit, avec la question de la biodiversité et de l'agriculture en ville, qui est là aussi un champ absolu à creuser, c'est un mauvais jeu de mots, mais qui est un champ à défricher très important. Il y a des tas de manières aujourd'hui d'envisager l'agriculture en ville. Vous pouvez avoir de l'agriculture interstitielle qui vient se glisser dans tous les espaces laissés vides, les toitures terrasses par exemple. Vous pouvez avoir de l'agriculture sous forme d'agrotech qui existe de plus en plus. Moi, j'ai travaillé sur des projets où on a transformé des parkings de bailleurs sociaux devenus inutiles en fermes. Alors là, pour l'instant, comme on est dans le noir, on fait de l'endive et du champignon, mais ça marche très bien. Bon voilà, il y a quand même des développements qui sont inattendus. Qu'est-ce que j'ai noté comme autre idée ? Bon voilà, tout ça pour vous dire que ce pilote, il peut travailler sur tous ces champs-là. Et puis ce pilote, il peut travailler sur des échelles géographiques différentes. Il peut travailler au bâtiment, à l'îlot et au quartier. Au passage, je voudrais tuer une mauvaise polémique, qui est de dire souvent que la Smart City privatise la ville. Alors, le mot privatiser renvoie à l'idée qu'on rend privé ce qui était public. Bon, que je sache, je vais prendre l'exemple du Smart Grid, jusqu'à présent, chaque immeuble a, dans son premier sous-sol, sa chaufferie à lui, parce qu'il veut pouvoir produire son chauffage pendant l'hiver pour ses utilisateurs. Le fait de mettre en commun la chaufferie entre 15 immeubles ne privatise rien. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de privatisation. En revanche, le fait de mettre en commun, je ne l'ai pas dit ça, cet équipement, ça va permettre d'avoir un équipement d'une dimension supérieure, de performance supérieure, parce qu'une fois que vous aurez mis dans votre immeuble la meilleure chaudière du monde à haute performance, votre empreinte énergétique, elle est arrivée à son plafond. Vous ne ferez pas mieux. Parce que pour faire mieux, il faut quelque chose de plus gros, mais qui est totalement surdimensionné par rapport à vos besoins. Si en revanche, vous groupez 15 immeubles sur votre chaufferie centralisée à vous, vous allez là avoir la capacité à accéder à un équipement qui va être plus performant. Au passage, vous allez aussi croiser des profils de consommation qui se superposent parfaitement. Entre l'immeuble de bureau qui consomme le jour et pas la nuit et pas le week-end, et l'immeuble de logement qui fait à peu près l'inverse, vous voyez bien que vous allez pouvoir optimiser le coût de votre chaufferie d'une manière formidable, là où normalement elle fonctionne à 50%. Le parking. Aujourd'hui, les Smart Cities, elles ont des socles d'immeubles en dessous desquels se trouve un parking commun entre les bureaux et le logement.
C'est pas la peine d'avoir 100% des places de stationnement qui correspondent au PLU pour la partie logement et pareil pour le bureau, dès lors que l'un et l'autre sont vides en période alternée. On peut en faire un qu'on mutualise avec un peu de technologie où il y a une application qui vous dit effectivement, quand vous arrivez dans le parking, vous allez vous mettre place B22. Donc vous n'avez peut-être pas votre petite place marquée au sol avec le petit mécanisme qui se relève pour pas qu'on vous pique votre place. Enfin, dans un parking public, on fait tous pareil, on cherche un endroit. Là, vous avez la certitude d'avoir votre place puisque vous pouvez la réserver. Voilà des tas d'exemples de Smart City. Je n'ai donc pas parlé des outils juridiques, j'en dis juste un mot pour terminer. Vous voyez bien que derrière tout ça, il y a beaucoup de contrats qui peut prendre la forme d'une charte d'utilisation de mon parc, par exemple, qui peut prendre l'utilisation de contrats de performance. Vous me garantissez que je vais avoir telle performance, et si vous n'y êtes pas, le mécanisme de garantie joue. Réparation en nature, réparation numéraire, tout est possible. Vous pouvez avoir de l'institution derrière. On peut créer des structures. J'ai parlé de la structure qui peut porter la concertation sous forme d'association de loi 1901. On peut créer des SIC pour exploiter ensemble le jardin partagé qui va finalement, j'ai changé d'avis, au-delà d'une simple approche pour sensibiliser les enfants à la nature en ville. C'est un peu plus sophistiqué que ça aujourd'hui. On peut avoir une société commerciale qui va exploiter le smart grid. Voilà, tout ça pour vous dire que derrière cette ville qui émerge aujourd'hui, ville réduite, on est d'accord, on a des tas de modèles juridiques qui sont en train de se développer, qui émergent et qui permettent de mettre un peu d'ordre et de donner un peu de prévisibilité à des sujets qui sont en plein développement. Donc le droit n'est pas forcément en retard, il cherche des outils, il utilise parfois des vieux outils, quitte à leur faire subir un relooking extrême. Parfois il utilise les marges de manœuvre d'interprétation constructive, on a beaucoup parlé des Green Deal à la hollandaise, ça revient à faire ça. Moi, je m'en suis servi, par exemple, en matière d'autoconsommation collective électrique. La règle était très serrée. On a discuté avec le gouvernement, avec la Direction générale de l'énergie et du climat, savoir si on pouvait interpréter l'article qui existe, l'article réglementaire du Code de l'énergie, pour permettre de desservir plus de bâtiments qu'on aurait pu. C'était pas contrat les games, on savait pas. Interprétation constructive, oui, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, le texte a changé et ce qui était une interprétation est devenu définitif. Et puis enfin, quand on n'y arrive pas, il faut faire changer la règle. Voilà ce qui se développe dans ces smart cities qui sont une espèce de boîte de pétri géante du droit en formation et dont j'ai essayé de vous donner un petit avant-goût. Merci de votre attention. Merci Maître pour cette intervention très riche. Vous avez fait profiter de votre expérience et les exemples que vous avez cités évidemment sont très intéressants. J'imagine qu'il y a quelques questions dans la salle, mais nous avons avancé dans l'heure, donc une ou deux questions peut-être, et je vous propose qu'à ce moment-là, on rebondisse peut-être après le déjeuner, si jamais le temps était trop compté. Alors, est-ce qu'il y a des interventions ? J'ai une petite question, enfin, entre l'intervention de Grégory Calflèche et l'intervention d'Olivier Ortega, je me dis finalement quel est le rôle du public, quel est le rôle du privé. En entendant Grégory, j'ai l'impression que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer évidemment dans la construction de ce nouveau modèle urbain. Et lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que vous faites une plus grande confiance aux acteurs privés. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout cela ? Quelle est la place du public ? Quelle est la place du privé ? Je veux bien répondre. C'est-à-dire que ce sur quoi je mettais l'accent, c'était le fait que, contrairement aux autres pays où un propriétaire privé, il y a 2-3 milliardaires qui vont faire des villes eux-mêmes en investissement 1 milliard ou en investissant 800 millions d'euros, etc. Nous, on n'a pas ce phénomène-là. Nous, il y a des compétences administratives, elles sont fixées par la loi, elles sont fixées par la Constitution presque. Et par conséquent, on a une initiative publique qui est beaucoup plus poussée, ce d'autant plus qu'on ne parle pas seulement de la compétence urbanisme, mais en fait de toutes les compétences communales. C'est tous les services publics qui sont en cause par rapport à des pays où, on peut faire ça sur sa propriété privée parce que c'est considéré comme privé pur, et deux, parce que y a pas on ne voit pas ces services comme des services publics. Donc l'initiative chez nous, elle est en quelque sorte nécessairement publique, encadrée par la loi. Après, toi comme moi, on sait bien que quand il y a initiative publique, il y a largement place à des contrats de toutes sortes et à la réalisation par le privé
ce sera notamment le cas dans de nombreuses hypothèses que Maître Ortega mettait en avant, dès lors qu'il y a de l'investissement un peu poussé, que la personne publique est un peu limitée en capacité d'investissement. Oui, pour aller dans votre sens, le public, c'est celui qui a impulsé tous ces projets-là. Les appels à projets, Réinventer Paris, Inventant la métropole du Grand Paris, Imagine Angers, enfin il y en a un peu partout, c'est le public qui les a lancés. Donc au final, c'est le public qui met en compétition sur des procédures ad hoc, il y a tout ce qu'il faut comme jurisprudence, met en compétition les opérateurs de marché pour leur dire « Présentez-moi le projet que vous avez sur la zone dont j'ai la maîtrise foncière ». C'est quand même un point important, hein. Et moi, collectivité, je choisirai le projet, mais qui va se développer ensuite comme un projet privé. Sachant que, vu l'effet de taille dont j'ai parlé tout à l'heure, ce projet privé, il embarque nécessairement des équipements publics aussi. Donc la personne publique, non seulement elle est à l'origine de la maîtrise en général du foncier, elle est à l'origine de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt, donc c'est elle qui choisit le lauréat, et ensuite elle est présente tout du long parce qu'elle a des équipements publics significatifs à l'intérieur du projet. Donc la coopération entre les deux, elle est la règle aujourd'hui et elle est la réalité qu'on voit sur les projets qui existent. Merci. Une question, dernière question, tout en haut. Comme ça, non, mais sur le projet Lyon-Confluence, il y a une étude qui a été faite, je crois, par une agence des Nations Unies qui produit un résultat de cette nature-là. Là, comme ça, je ne sais pas vous répondre, mais oui, ça existe. Je pourrais essayer de le retrouver si vous voulez. Bien, ce colloque ne serait pas smart sans pause déjeuner, donc je vous propose que nous suspendions nos travaux et nous nous retrouvons à 14h30. À tout à l'heure.